Je vais continuer mes exposés sur l'économie de pénurie. L'économie de pénurie consiste à créer de la pénurie. C'est-à-dire à ne pas faire appel à des éléments extérieurs et à apprendre à trouver des solutions qui permettent d'exploiter les ressources propres. Autrement dit, ça correspond à ce qu'on pourrait appeler les énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies qui sont gratuites en quelque sorte. Prenez un exemple idiot. Nous avons tous besoin d'aller faire pipi ou caca. Et si nous pouvions utiliser ces produits, ce serait intéressant, puisque de toute façon, nous les produisons en tout état de cause. Nous les sécrétons. De la même façon, si l'on pouvait tirer l'énergie de nos paroles, de tout ce que nous... Si en même temps que nous parlons, il y avait une énergie qui se créait, et qui pouvait être exploitée, ce serait intéressant. Parce que de toute façon, nous parlons. Alors, autant en profiter, autant en tirer profit. Si le fait de marcher produisait de l'énergie, comme de toute façon nous marchons, nous déplaçons, c'est toujours tout bénéfice. Autrement dit, l'économie de pénurie, ça consiste à faire avec ce qu'on a, avec ce dont on dispose au sein d'un groupe particulier, au sein d'un périmètre particulier, au sein d'un quartier particulier. Donc, en quelque sorte, on interdit à l'entité circonscrite de faire appel à d'autres ressources que celles dont elle dispose par elle-même. Certains diront, oui, mais alors vous allez créer des problèmes, parce que certaines entités, comme vous dites, elles n'ont visiblement pas ce qu'il faut pour survivre, pour vivre correctement, enfin peu importe. Et bien justement, l'économie de pénurie parie, le pari de l'économie de pénurie, c'est de penser que de toute façon, on trouve des solutions. Alors ces solutions sont de plusieurs ordres, forcément. Et notamment, de considérer les besoins, de considérer certaines habitudes. Si on a pris de mauvaises habitudes, consistant par exemple à boire du Coca-Cola, alors que l'on ne produit pas de Coca-Cola localement, il y a un problème. Si on a pris la mauvaise habitude de manger de la viande, alors qu'on ne cultive pas, on n'élève pas de bétail, c'est un problème. Et inversement, si on a pris l'habitude de manger des oranges, alors qu'on ne cultive pas des oranges, il y a un problème, etc., etc. Mais inversement, peut-être que l'on a des ressources qui existent et dont on ne sait pas profiter, et dont on ne sait pas tirer quelques plaisirs, quelques avantages. On note souvent le cas du blocus continental sous le Premier Empire, qui a forcé, par exemple, à développer la culture de la betterave parce qu'il n'y avait plus possibilité de faire venir de la canne à sucre en raison de la fragilité des communications navales. Ça a permis effectivement certaines solutions. Donc la pénurie déclenche des solutions. Par exemple, au niveau alimentaire, toute l'histoire de la gastronomie, toute l'histoire de l'alimentation nous démontre cela. Nous démontre que
on arrive avec des produits locaux à satisfaire les besoins alimentaires, quitte à créer des produits nouveaux, quitte à savoir les exploiter autrement, etc., etc. Il est vrai que je me suis souvent un petit peu moqué de ces solutions de pénurie qui font que finalement on se contente de peu. Par exemple, il est clair que si au lieu de manger de la viande, on mange des boulettes de pois chiches, comme on le fait au Moyen-Orient, c'est une solution de pénurie. Même si l'on peut dire, d'ailleurs ça n'a aucune importance, même si on peut dire que c'est très bien comme ça. Comme on dit, faire de nécessité vertu. Donc, voyez-vous, la question de la pénurie peut aboutir finalement à considérer comme vertu, comme vertueuse la solution qu'on a trouvée. Solution de pénurie, par exemple, qui consiste à faire travailler les femmes quand il n'y a pas assez d'hommes. Comme ça s'est fait pendant la Première Guerre mondiale et au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pénurie conduit, et en l'occurrence, à ce que certains appelleraient un progrès social. C'est-à-dire, la pénurie, quand elle est volontaire, quand elle est générée délibérément, est source de progrès, source d'innovation en tout cas. Et en ce sens-là, ça peut profiter à tout le monde, je veux dire, en dehors du groupe en question. Il peut y avoir des inventions qui sont ainsi produites du fait de la pénurie et qui vont pouvoir profiter à d'autres. Vous me direz, oui, mais à ce moment-là, les autres vont profiter de quelque chose qu'ils n'ont pas produit eux-mêmes. Mais non, mais justement, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour une économie de la pénurie, et il y a un temps pour un certain libre-échange. Et comme vous le savez, je suis dans la cyclologie, donc effectivement, ce sont des périmètres géographiques, mais aussi des périmètres de temps qui sont fixés. On ne va pas dire que ça se fera indéfiniment. Il y a des périodes où il faut effectivement mettre en commun les solutions, les trouvailles qui ont été faites par les uns et les autres. Pour parler en termes techniques, la phase oméga est favorable à une économie de pénurie, elle dure 3 ans et demi, et la phase alpha est favorable à une économie de faire profiter un ensemble plus large, l'ensemble de l'État, l'ensemble de l'Empire, ce qu'on appelle un État constitué, si on dit qu'un État gère un nombre N de groupes, eh bien, à un moment donné, il va falloir redistribuer en phase alpha les élaborations intéressantes de chaque groupe au sein d'un ensemble plus large. On ne peut pas raisonner sans un processus à l'arrière-plan marqué par la cyclicité. Donc je me résume, économie de pénurie, ça signifie une diversification des entités, diversification des expériences, diversification des modes de vie pendant une durée de 3 ans et demi, puis ensuite une mise en commun, une péréquation de ce que les uns et les autres ont trouvé, et ensuite on repart dans un processus de pénurie et alternativement ainsi de suite. Alors,
il est clair qu'il y a une dialectique, n'est-ce pas? En économie de pénurie, il faut essayer de nouvelles choses, de nouvelles règles du jeu, de nouvelles habitudes, et surtout en perdre certaines. Et en économie, disons, communautaire, de communion, de mise en commun, là, on met en avant les solutions les plus heureuses, les plus intéressantes. Et on les impose à l'ensemble de l'État, à l'échelle de l'État. De façon à ce que ce soit enrichissant pour l'ensemble de l'État, l'ensemble des peuples, des entités qui font partie de cet État. Petit État, grand État, empire, nation, etc. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une démarche keynésienne, si on peut dire. Il ne s'agit pas de pousser à la consommation. Il ne s'agit pas d'importer, mais au contraire, il s'agit de développer des ressources locales et en phase alpha, éventuellement, effectivement, d'exporter. D'exporter vers d'autres États les résultats qui ont été obtenus, les innovations qui ont été faites, et éventuellement d'importer aussi un certain nombre de choses. Donc, il y a un temps pour le protectionnisme, même à une toute petite échelle, et il y a un temps pour, au contraire, une problématique d'import-export à grande échelle, à l'échelle d'un État tout entier, et même à l'échelle mondiale. Voilà comment je conçois la nouvelle économie, le nouvel ordre économique.